suis heureuse que vous ayez répondu à notre invitation pour engager ce grand chantier de l'autonomisation des femmes. Toujours dans le cadre du programme COPIA, Femmes ensemble pour plus d'autonomie, il me paraît essentiel que nous partagions ensemble les stratégies qui sont au cœur de l'action de nos organisations. Pourquoi une conférence publique sur ce thème? Parce que le programme COPIA s'attache à résoudre des problèmes qui entravent la progression des femmes et à mettre ensemble leurs mains et à mettre entre leurs mains des outils stratégiques. Parce que nous travaillons pour l'empowerment des femmes, c'est-à-dire l'acquisition d'un pouvoir par celle-ci, afin de permettre de lutter contre la pauvreté et de se construire une identité sociale. Parce que nous travaillons pour le développement des associations et des organisations féminines. Certes, des progrès ont été faits en matière d'autonomisation des femmes dans notre pays, mais quelques obstacles demeurent. Il faut évoquer les pesanteurs socio-culturelles, les familles vulnérables en raison de la précarité de l'emploi, la non-institutionnalisation de la budgétisation sensible aux gens, mais surtout, ce qui nous rassemble ici ce soir, la faiblesse des mécanismes de financement. Mesdames, nous avons à agir, et je le dis avec gravité. C'est le moment de trouver ensemble, avec les moyens que nous avons, les meilleures stratégies pour nos associations et de proposer aux divers financements les solutions montrant notre recherche permanente de l'excellence. Cela est possible si ensemble nous partageons un idéal commun, où il n'y a pas chaque membre de son côté, mais des femmes qui décident d'œuvrer pour le développement de leurs organisations, de leur famille, voire de leur pays. Le développement social, comme le développement économique, ne se décrète pas, mais il se construit dans la confiance, l'expertise et le partage. C'est à ce nouveau modèle que nous vous invitons à travailler avec nous, car c'est la force collective d'individus autonomes, mais rassemblés, qui permettra de faire face aux défis de demain. Je vous souhaite des débats fructueux et attends vos propositions pour une action efficace. Bonne conférence à vous. Alors, on m'a demandé de venir vous parler du financement de l'entrepreneuriat et de mobilisation de l'épargne par les associations ou organisations féminines. Quelle stratégie pour favoriser l'autonomisation des membres? Voilà. Je pense que c'est un très bon thème. Je vais tenter de faire un effort, mais nous allons donc essayer de développer de façon très très pratique et concrète, sans employer trop de mots. Donc, je pense que c'est un bon thème, parce que, elle l'a dit, Madame la Présidente, l'union fait la force. Ce qu'on ne peut pas faire tout seul, on peut le faire à deux. On peut le faire ensemble. Et tenez-vous tranquille, ça donne toujours d'excellents résultats. On a dit, hein, les mains, les doigts, hein, on aurait pu en prendre deux, ou bien un seul doigt. Il y en a 5. Il y a 2 bras avec 10 doigts. C'est pour que, ensemble, nous puissions les mettre ensemble pour essayer de faire ce que tout seul on ne peut pas faire. Dans le milieu des finances personnelles, surtout quand il s'agit de créer des entreprises, les gens du secteur informel, les PME, PMI ont énormément de problèmes pour obtenir du financement. C'est vrai, il y a un sérieux problème. Les banques ne veulent pas.
les banques ne nous conseillent pas parce qu'ils disent qu'on n'est pas crédible, parce qu'on n'est pas assez fort. Alors nous restons comme ça sans nous aussi créer. Alors nous excluons d'office de toute activité de création. Moi je dis non. Je dis non parce que si on est ensemble, si on se met ensemble, compte tenu un peu des difficultés que nous avons sur le marché du travail auprès des banques, si on dit non, il va falloir qu'on réfléchisse pour trouver des stratégies qui nous permettent de les contourner et puis réussir là où les autres ont réussi. Donc, il ne faut pas comprendre ça comme étant un malheur, mais c'est un défi qu'on lance. Et je pense qu'on peut le relever. Donc, je disais, votre ONG s'appelle l'ONG Femmes Heureuses. Et je sens aussi le bonheur sur vous. Mais que faut-il pour être véritablement heureux ou heureuse? Il faut beaucoup de choses. Il faut d'abord être financièrement autonome. Il faut être financièrement indépendante. Sans argent, on ne peut rien faire. Si on est toujours accroché aux poches de quelqu'un, il a forcément le pouvoir sur vous et vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez faire. Donc là, c'est vraiment le premier point. Être financièrement autonome, être financièrement indépendant à tout point de vue. Il faut également définir un objectif de vie. C'est-à-dire, qu'est-ce que moi je veux de la vie? Quel est mon objectif? Qu'est-ce que je veux? N'oublions pas que Dieu nous donne que ce que nous lui avons demandé de lui donner. Ça veut dire qu'il faut qu'on sache très très bien ce que nous voulons avant de tendre la main à Dieu. C'est pour ça que chacun ou chacune doit pouvoir définir clairement, de préférence par écrit, mais certainement de façon très très précise ce que nous voulons. On n'est pas obligé d'aller de demander à Dieu de nous donner des maisons à étage pour commencer. On n'est pas obligé de demander la lune à Dieu, non. On peut lui demander ce que nous-mêmes nous sommes capables d'avoir. Ce pour la réalisation de laquelle on peut participer à l'obtention. Donc, si on ne sait pas ce qu'on veut, on n'aura rien. Ça c'est clair. Il faut qu'on fasse, il faut qu'on sache désormais ce que nous voulons. On peut commencer tout petit et puis gravir les échelons. On peut également avoir une activité qui génère un revenu régulier pour être heureuse. Pour être heureux ou heureuse, il faut une activité qui génère du revenu régulier. C'est-à-dire une activité qui nous permet d'avoir même ces 5 francs par jour, c'est bien ça, ça génère de l'argent. Mais si tu restes à la maison, ça n'ira pas. Tu ne seras jamais heureux. Mais si tu as donné l'occasion, si tu t'es donné la possibilité de créer une activité qui apporte même 25 francs, 50 francs par jour, alors c'est déjà sur la bonne voie pour être autonome. Les 5 francs, les 100 francs, les 100 francs que vous aurez eu, vous n'avez plus besoin d'aller demander ça à quelqu'un d'autre. Donc il faut d'abord que vous-même vous puissiez faire un effort pour que les portes soient ouvertes. Pour que quelqu'un ait pitié de vous et qu'il vous vienne en aide. Enfin, pour être heureux, il faut avoir les greniers pour parler aux aléas de la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, si j'ai une activité, je peux facilement mettre de côté dans un grenier ce que je peux pour que demain, si j'ai un petit problème, que je ne sois pas obligé d'aller voir un parent, mon mari, pour m'offrir le peu que je dois. Donc le grenier, chacun doit avoir un grenier. Ça c'est extrêmement important. Ce n'est pas le contenu qui est important, mais il faut déjà qu'il y ait le grenier, qu'il y ait quelque chose là-dedans. Et que vous puissiez démontrer la volonté de le remplir graduellement. Si on est au village, quand on fait du riz, par exemple, mais on ne prend pas tout ce que la rizière a produit pour le manger, on laisse toujours une partie dans le grenier pour que
après la saison d'abondance, s'il y a un besoin, que je ne sois pas obligé d'aller voir quelqu'un d'autre. Il faut déjà que je me prémunisse un peu d'un certain nombre d'éléments pour que je sois protégé. Donc, le crédit, c'est important. Donc, il faut au moins ces 4 éléments-là pour que nous puissions aussi nous dire que nous aussi, on veut être heureux. Donc, il faut qu'on paye le prix. Et voilà les 4 conditions qu'il faut pour que nous puissions espérer être heureux un jour ou l'autre. Alors, il y a des stratégies. Quelle stratégie pour favoriser l'autonomisation de la femme? On a envie de voir, pour être heureux, il faut être autonome financièrement. Mais il y a quand même une stratégie. Laquelle? La seule stratégie pour pouvoir être autonome ou indépendante, c'est de créer une entreprise ou bien une activité génératrice de revenus. Ce n'est pas, c'est pas avec la pauvreté qu'on doit être autonome. C'est pas avec la paresse ou bien la négligence. Il faut que chacun dise, moi aussi, je peux. Et Dieu nous a tous créés et il ne nous crée pas sans aucun moyen pour que nous puissions nous-mêmes gagner notre vie, que nous puissions survivre. Donc, si j'ai quelques moyens physiques, intellectuels, et tout le monde en a, on peut toujours créer une activité génératrice de revenus. On n'est pas obligé de créer des grosses entreprises pour commencer. On peut y aller pas à pas. Donc, la seule stratégie qu'il faut pour combattre la pauvreté qui s'est mise dans notre pays, c'est d'abord d'essayer de créer une activité qui rapporte, qui donne de l'argent. C'est une activité qui crée la richesse. C'est ce qu'on appelle entreprise. Mais nous allons définir ça. C'est quoi une entreprise? Ou il y a une activité génératrice de revenus? Une entreprise, c'est, encore une fois, ce que nous avons mis en place et qui nous permet d'avoir des revenus, des recettes. Même si ce n'est pas des millions au départ, mais c'est déjà le fait d'avoir régulièrement un petit revenu, ça nous donne la personnalité, ça nous donne de l'autonomie. Parce qu'on ne peut plus dépendre de quelqu'un d'autre. Si on gère bien ce qu'on a décidé de créer, on devrait pouvoir éloigner de nous la pauvreté. Et c'est encore une fois par la richesse qu'on combat la pauvreté. Pour créer une entreprise, bien sûr, il faut un savoir-faire. Mais ça, on peut développer ce savoir-faire-là. Et chacun de nous en a. Pourvu qu'on le veuille. Non, c'est la volonté. Pour créer une entreprise, il faut donc le vouloir. Parce que ce n'est pas des tout repos. Ce n'est pas fait pour les gens qui dorment. C'est fait pour les gens qui courent, qui luttent. Donc quand on ne veut pas, ça, on a beau vouloir, on a beau tenter de créer, mais on ne pourra jamais réussir. Donc il faut de la volonté. Pour créer une entreprise, il faut également de la discipline. Discipline, ça veut dire qu'on doit pouvoir, on ne doit plus dépenser n'importe comment. On ne doit plus recevoir n'importe quel moment chez nous. Le sac de riz que vous avez acheté, c'est 25 kilos. Il faut vous discipliner pour le préparer en fonction du nombre des gens qui dépendent directement de vous. Pour que ce sac de riz-là dure jusqu'au 1er, jusqu'au 31 du mois. Oui, au 30 du mois. Ah, mais mes parents sont venus, donc je vais maintenant. Et puis après, c'est au 20, ok, il y a plus de sacs de riz. Vos enfants mangent quoi? Ce n'est pas de la discipline. Si vous avez créé votre petite entreprise, qui vous donne peut-être 5 000 francs par semaine, bien par mois, ah, il faut faire un budget. Il faut le noter toutes les dépenses. Dire comment vous devriez pouvoir dépenser cet argent. Parce que si vous le donnez à n'importe qui vient vous demander, ah, tant pis, j'ai besoin d'argent, j'ai pas de transport, tant pis, j'ai pas mangé hier, tant pis, j'ai besoin de chaussures, ben, si vous devez donner à tous ceux qui vous rendent visite, ou bien, si vous devez même donner à 2, ça, soyez tranquille, il y a 10 millions. Parce qu'ils vont aller passer le message aux autres. Et là, votre 10 000 francs par mois ne vous suffiront plus. Votre maison sera remplie. Et si ce n'est plus, vous ne serez plus qualifié, vous serez disqualifié pour créer votre propre entreprise. Pour créer une entreprise, il faut être rigoureux. On ne dit pas d'être méchant, il y a une différence entre la rigueur et la méchanceté. Oui, moi, ce que je gagne,
c'est d'abord pour moi, ma femme et mes enfants. D'abord. Non, il faut être clair. Mais, donc, ma responsabilité première va d'abord à ceux-là dont je suis entièrement responsable. Voyez-vous, c'est extrêmement important de savoir faire cette différence-là. Si votre maman est malade, donnez les dénards. Oui, c'est ce que vous avez bien moi. Le pasteur là, les parents ont beaucoup de poids sur le fils et la mère et le père. C'est vrai. Donc, il faut les aider. Mais, c'est pas mes enfants. Mes enfants passent avant le père. Ah oui. Parce que quand vous ne serez plus là, vous avez aussi un bilan à faire, un compte à rendre. Quand on dit objectif d'épargne, ça doit toujours accompagner l'objectif principal qu'on a défini, c'est la machine. Et l'objectif d'épargne, c'est peut-être les 20 000 francs qu'il doit, ou les 5 000 francs qu'il doit pouvoir épargner par semaine. Ça me guide, ça m'oriente. C'est des freins que je dois observer, bien des accélérateurs que je dois observer pour que je sois en mesure de réunir les 200 000 le jour juste à le 31 décembre, quand l'heure de bilan sonnera. Il y a un autre élément, c'est économiser régulièrement le montant nécessaire qui a été défini, qui a été planifié. Bon, donc, j'ai dit tout à l'heure, d'abord, pour pouvoir financer mon projet d'entreprise, il faut d'abord que j'ai un objectif précis. C'est clair, la machine, qui coûte 200 000. L'économie, mettons environ 50 000 francs par semaine. Alors, c'est pas tout. Mais tu as dit que tu allais économiser 50 000 francs par semaine. Est-ce que tu vas juste le faire une fois, mais tu vas le faire comment? Il faut que tu arrives à chaque semaine, même si tu as dit même si c'est 5 000 francs par jour, bien par tous les 2 jours, il faut que chaque jour, bien selon la période que vous avez choisie, vous puissiez respecter rigoureusement ce que vous avez promis. Ces 20 000 francs, il faut absolument que tous les 2 jours, tous les 3 jours, vous l'ayez déposé quelque part. C'est là que ça devient intéressant. Donc, l'épargne, c'est une économie régulière, pas une seule fois. L'épargne, c'est une économie régulière. Je dis souvent, quand on épargne, les gens disent que moi j'ai épargné 200 000 francs, j'ai essayé dans mon compte. Mais ce n'est pas l'épargne, c'était un accident que tu as fait. Il faut que, si tu veux épargner, il y a un rythme, il y a une discipline qu'il faut t'observer. Il faut que tu le fasses régulièrement. Si tu as par exemple 100 000 et que tu as dit que tu allais pouvoir épargner, personne ne t'a obligé, que tu allais pouvoir épargner 10 000, il faut que ces 10 000 francs soient déposés chaque mois. Et à la fin de l'année, c'est là que ça va produire des miracles. Vous aurez donc 120 000, oui, 120 000 francs. Rien que vous avez décidé de donner 10 000 francs, à la fin de l'année, ça va faire 120 000. C'est-à-dire, autrement dit, vous pouvez même pas, vous pouvez prendre un mois de congé, et puis continuer à vivre au même rythme. Donc, et c'est après, avec les 120 000 francs là, pendant même un an. Voyez-vous? Donc, vous aurez gagné 101 mois, 13e mois en Ouder. Rien que par l'effort que vous avez décidé de faire, de poser comme geste. Donc, l'épargne, ce n'est pas seulement d'un seul coup, d'un seul geste, mais c'est un geste régulier. Comme une goutte d'eau qui tombe toujours sur une grosse pierre. Ça va finir par détacher, par percer le caillou. Alors que le seau d'eau que vous avez décidé une seule fois ne suffit pas pour percer le caillou. Voyez-vous, c'est extrêmement important. Donc, c'est l'épargne, la valeur, l'épargne se trouve dans le geste régulier, mais pas dans le geste sporadique, dans le geste accidentel. Donc, en d'autres termes, pour procéder au financement de votre entreprise, il faut d'abord un objectif précis. Il faut définir un objectif d'épargne et il faut épargner donc régulièrement, que ça produise des vertus. Alors, c'est quoi épargner? Épargner, c'est donc mettre de côté une partie de ce que vous avez gagné. Tout à l'heure, quand il disait, vous avez 100 000 francs par mois,
si vous déposez 10 000 francs tous les mois, alors ces 10 000 francs là, vous l'avez mis de côté pour les besoins de demain. Parce que personne ne sait de quoi demain sera fait. Épargner, c'est aussi constituer un grenier, je l'ai dit un peu, pour les aléas de la vie. Parce qu'on ne sait pas, encore une fois, de quoi demain sera fait. Donc, en épargnant, vous mettez dans le grenier un certain montant que vous aurez choisi librement et qui va vous rendre énormément du bien demain. Parce que si vous n'avez pas de grenier, ou bien si vous avez un grenier vide qui n'est pas garni, vous aurez fait votre lit avec un marguillard. Un marguillard parce que le grenier est là, il lui demande bien. Il faut, attention, les moments d'abondance ne sont pas toujours au rendez-vous. Aujourd'hui ça va bien, mais demain ça ira mal. Donc il faut tout faire pour que, pendant que ça va bien, tu laisses de côté quelque chose. Oh non, laisse-moi, moi je suis encore jeune pour essayer de vivre. Laisse, il faut me donner pas certain de plaisir. Mon ami, mais même ces 5 000 francs, 2 000 francs, ça vaut la peine, même moi ça quelque part, et tu verras ce que ça va t'apporter comme bienfait. Tout en tête. Mais quelques mois après, votre belle-mère est morte. Mais votre beau-père est mort. Votre mari n'est pas là. Alors, vous faites quoi? Les microfinances comme les copains et autres ne vous connaissent pas et ils ne peuvent même pas vous aider. Il vous reste quoi? Les marguillards. Et ils ont toujours les bras ouverts. Parce qu'ils font toujours des prières sataniques pour que nous ayons toujours des problèmes. Cela. Parce que quand leur entreprise marche, c'est que chez nous, ça périclite. Quand chez nous, ça marche, chez eux, là, ils tombent en faillite. Donc, ils prient tous les jours pour que nous ayons des problèmes, pour que nous puissions toujours aller les voir, pour qu'ils nous donnent toujours de l'argent, mais multiplié par plusieurs pourcentages. Donc, je pense que c'est extrêmement important que chacun ait un grenier, quel que soit le contenu. Il faut faire un effort. C'est pas grave. Même si c'est 5 000 francs, personne ne vient vous demander, c'est vous qui avez décidé librement de le faire. Mais ça va vous rendre un énorme service. Il y a deux façons d'épargner. La Bible dit que l'épargne, on a comment épargner. Il y a deux façons. La première façon, c'est l'épargne individuelle. L'épargne individuelle. Deuxième façon, c'est l'épargne collective. L'épargne individuelle, c'est chacun qui est là, qui décide, parce qu'il a eu une idée pour des bienfaits de l'épargne. Il dit, moi je vais épargner. Moi, j'ai déjà avec un père ou un ami, un milieu où les gens épargnent, je vais le faire. Donc, il s'assoit, il épargne. Il n'a pas besoin des autres. D'autres disent, non. Et il y a aussi une épargne collective. Là, on se met ensemble, on le fait. Parce qu'on se dit, moi seul je ne suis pas capable, en me mettant avec mes amis, que ça peut me motiver davantage. Non, c'est ça. Donc on met les ressources ensemble et on essaie d'y aller graduellement. Ça, c'est l'épargne collective. Maintenant, comment épargner individuellement? Pour épargner individuellement, ça prend de la volonté, ça prend beaucoup de discipline également. Mais ça prend surtout un objectif précis. Il faut savoir ce que tu veux. Depuis que je suis venu à bien aussi, je suis marié comme tout le monde. Et il y a dit dans ma maison qu'il n'y a pas de frigidaire. Oui, j'ai fait des pieds et des mains pour avoir mon frigidaire, mais j'ai fait encore uniquement mon repas, le repas de mon mari, sur les charbons de bois. Non. C'est fini ça. Moi aussi, j'ai rien, je voulais passer les bois. Donc, le mois de décembre qui vient là, absolument bien, dans 3 mois, il faut absolument que j'ai une gazinière. C'est un bon objectif. Donc, c'est un objectif précis. Vous savez que c'est un besoin réel et ça va vous apporter beaucoup de bienfaits. Donc, vous dites, vous prenez votre crayon, vous le notez convenablement. Et ensuite, maintenant, encore une fois, faites toujours un objectif d'épargne. Si ça coûte peut-être 100 000, vous dites, moi, il y a une fois 3 pour le mois, comme il y en a 3 mois, dans 3 mois, il faut que j'ai après 100 000 divisé par 3. Donc vous allez voir ce que vous devez épargner
pour que vous puissiez vous offrir cette gazinière-là. Donc, c'est vraiment un travail de calcul, hein, de discipline. Et donc, on doit, mais pour réussir, ce monsieur, cette dame qui a décidé d'épargner individuellement, sans avoir recours d'autres, il doit nécessairement faire de l'épargne sa première dépense. Ça veut dire quoi? Faire de l'épargne sa première dépense. Ça veut dire tout simplement que moi, dès qu'on doit, là qu'on me donne les 100 000 par mois, je m'en fous de ce qui peut arriver. De ceux qui vont venir me demander. Quel que soit mon mari, non, ma femme vient, mon mari vient, mes enfants, je vais d'abord prendre ce que m'a rapporté le calcul, c'est-à-dire prendre combien 100 000 divisé par 3 là. Combien 33 000 et quelques. Donc, moi, comme je tiens à ma gazinière, je dois nécessairement d'abord mettre de côté les 33 000. D'accord? Ça, qui peut vous neige? Et j'ai dit à mon mari ou à mes amis, je n'ai plus 100 000. Moi, j'ai combien? 70 000 environ 70 000. Mais, est-ce que parce que j'ai mis moi de côté 33 000 que je suis plus pauvre? Non, bien au contraire, j'ai mes 33 000 qui m'appartiennent toujours. Mais je dis aux gens que j'ai 70 000 et je vais faire le reste de mes affaires, mes dépenses avec les 70 000. Alors je tiens à ce que je puisse m'offrir d'ici 3 mois ma fameuse gazinière. Voilà. Au bout de 3 mois, si je continue l'effort, j'aurai réussi à avoir ma gazinière. Je serai la grande dame aussi d'Abidjan et je serai moins dans l'état, moi aussi je serai émergente. Voilà. Donc, c'est ça, il faut donc faire de l'épargne sa première dépense. Mais, si je suis d'acheter des gazinières, maintenant que j'ai pris une très bonne habitude, peut-être que j'ai fait un sacrifice particulier. Quand on dit c'est peut-être trop pour ce que je gagne. Il y a comment les gens payés, bon, ainsi de suite. Mais, maintenant que j'ai pris le goût, l'habitude, je dois maintenant essayer de continuer dans le même effort, en essayant de réduire le taux d'épargne. Ça peut être de 5%, ça peut être 10%, ça peut être 10 000 francs, ça peut être 100 000, mais ça se supporte facilement. Donc, comme on ne change pas les bonnes habitudes qui marchent, donc je continue de faire mon épargne avec toujours un montant d'épargne raisonnable. Cette fois-ci, j'ai décidé, pour ne plus trop mettre encore le goût, je mets 10 francs, 10 francs, 10 francs. Et j'ai toujours un autre objectif. Mais qui sont peut-être plus raisonnables parce qu'il y a moins d'urgence. C'est une télévision qui fait la même chose. J'ai négocié aussi pour que je puisse payer cette fameuse télévision là pour grand placement. Sur les 3 mois, je vais faire 6 mois. Même 12 mois. Dans tous les cas, si j'ai vécu longtemps, là, sans télévision, c'est pas à 3 jours, en un mois, je vais mourir, je ne ferai pas. J'attendrai le temps d'avoir ce qu'il faut, que je puisse moi aussi m'offrir la chose. Mais il y a un dernier point. C'est, si on veut vraiment épargner, il faut éviter de participer, voilà, éviter de participer aux activités qui occasionnent trop de sorties d'argent. Ah, ma copine, on dit que là-bas, il y a une activité ce soir, il y a plein de gens de chez nous, il faut y aller aussi, parce que sinon ils vont croire que je suis morte, et il faut y aller là aussi. Ah, il y a tel funérail quelque part en couple pour y aller. Il y a telle activité de choses, on y va. Mais chaque fois que vous y allez, il y a un petit copain, un petit public quelque part, qui n'a plus dit depuis longtemps que vous n'avez pas vu. Vous aviez peut-être les 200 000, ah, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Il faut que ton argent dans le village, moi aussi j'ai mangé ton argent aujourd'hui. Mais vous n'avez rien prévu, hein. Du coup, parce que vous avez pu vous payer le luxe d'aller à cette cérémonie-là, où vous n'avez rien de particulier à faire, ça va vous coûter au moins 10 à 20 000. Donc déjà, ça veut dire, c'est 10 000, ça veut dire, vous allez vous contenter de 10 000 francs le mois. Et donc, si vous multipliez ce genre de situations d'occasion dans le mois, ça fait beaucoup. C'est-à-dire, vos 100 000 francs maigrissent. C'est développé carrément. Et vous efforcez bien de ne pas aller jusqu'à la fin du mois. Ah oui. Parce que, à partir de 15 du mois, ça va se serrer. Et vous allez pouvoir crier sur les enfants. Et ça, c'est pas facile.
Donc, il faut qu'on fasse un effort pour nous discipliner. Ne pas faire ce que les autres font, parce que eux, là, à partir de 1,15 h, vous ne savez pas avec qui ils dorment et où ils vont dormir. Donc, c'est extrêmement important. Il faut se contenter de ce qu'on a, c'est discipliner pour que ça serve du 1er au 30. Sinon, si à partir du 20 du mois, vous n'avez plus à manger parce que vous avez dépensé à tort et à travers dans l'indiscipline totale, ça veut dire que vous allez, et comme il faut vivre, il faut continuer à vivre quand même, on ne peut pas une seule fois. Vous allez devoir aller vous endetter. Et là, vous allez commencer à entrer dans un engrenage, dans une spirale de plus décisive. C'est très dangereux. Donc il faut éviter l'endettement. Quand on peut se passer du premier pied qu'il avait le sexe, pendant une semaine, 2 semaines, 1 mois, on n'en mourra pas. Mais 1 mois, 2 mois, sans argent, il y a problème. Et comme la femme n'aime pas des problèmes, elle va finir par sortir par la fenêtre avant que les problèmes arrivent. Et le pauvre monsieur, c'est là, grogny. Donc, voyez-vous, il est important qu'on respecte l'argent. Ça vaut 60% dans l'harmonie du couple. Et si nous voulons que nos enfants aient les 2 parents qui soient ensemble, sans problème, parce que là, il y a problème, on a tendance à séparer. Mais des enfants nés des parents séparés, ça fait déjà des moitiés d'intellectuels, ça fait déjà des enfants qui sont déjà dans la vie est engagée, dans la vie est perdue. À cause du fait que vous n'avez pas pu faire un peu d'effort pour vous discipliner l'un et l'autre, vous allez vous séparer et les enfants vont être malheureux. Les pauvres 100 000 ans, c'est bon, mais plus 100 000 ans, ça fait 2, bien géré, on vit très bien. Mais si vous vous contentez de 100 000 ans, pour aller louer une maison, il ne restera pas assez pour nourrir 2 ou 3 enfants. Donc, on a tous intérêt à faire des efforts pour que nous puissions respecter l'argent, pour que l'harmonie soit également là. Parce que quand il y a l'argent, il y a toujours le bonheur. On peut sortir, on peut aller manger au restaurant, on peut aller content. Mais s'il n'y a pas d'argent, c'est la tristesse, c'est la catastrophe. Alors, il nous reste une autre chance, c'est d'apprendre à épargner collectivement. Voilà. Ça veut dire quoi, épargner collectivement? Ça veut dire qu'on se met, on forme une association ou un groupe d'épargne. On prend des gens qu'on connaît très bien, on se met ensemble, et puis on essaie d'épargner ensemble. Ça peut être à l'intérieur d'une web comme celle-ci, où vous connaissez, vous avez appris à vous connaître. Il y en a aussi dans les marchés qui le font. Hein. Et ça marche. Mais les risques là-bas sont plus nombreux qu'à l'intérieur de votre web où vous avez appris à vous connaître. Je vous en parlais tout à l'heure. Il faut également définir des objectifs communs. Qu'on soit dans un groupe ailleurs ou dans un groupe comme votre ONG ici, il est absolument indispensable d'avoir des objectifs communs. Oui, communs. Ça, on va en parler tout à l'heure, mais à l'intérieur de chaque groupe, il y a toujours un objectif qu'on peut définir ensemble. Et que chacun doit respecter. Il faut également toujours le même objectif d'épargne. Oui, une fois qu'on s'est mis en association, une fois qu'on a défini des objectifs, on doit maintenant toujours, dans une démarche, avoir un objectif d'épargne. Alors, comment ça marche? Je prends encore un exemple. Ici. Ici, dans ONG Femmes Heureuses, vous êtes une cinquantaine d'adhérents, si je ne me trompe pas. Si on est dans un petit groupe de 5, il faut, je préfère moi me mettre avec quelqu'un que je connais, avec laquelle j'ai de bonnes relations. On a des affinités. Et donc, ensemble, on est peut-être même niveau social. On a peut-être la même date de naissance. On a donc même âge. Je connais plusieurs églises où les gens sont regroupés par année de naissance. Donc par mois de naissance, pardon. Donc ils se regroupent. Tous ceux qui sont nés en février, ils se mettent ensemble. S'il y a 5 personnes, s'il y a 10 personnes, les 10 se mettent ensemble. Et ils font leurs réunions régulièrement. Et il faut que ça puisse marcher. Ils disent bon, puisqu'on se voit régulièrement, il vaut mieux qu'on prenne maintenant, qu'on décide de s'offrir un objectif commun. Ils font le tour, qu'est-ce que les gens n'ont pas?
Ah, moi, je voudrais faire ceci. Moi, je veux. Ah, tiens, on a vu aujourd'hui, tiens, on y va. Donc, ils forment leur tontine. Et puis, chacun donne un certain montant, c'est 5 000 francs, c'est 2 000 francs, peu importe. Mais en tout cas, dans cette église-là, il y en a qui font 5 000 francs par mois. Et ça marche. Et chacun, quand ça tourne, ceux qui sont 5, ça veut donc après 50 000, chaque ville qui donne le tour, prend cet argent et donc fait son viollier et son plat d'indiqué. Son palier d'indiqué qu'elle est bon. Et petit à petit, elle sort de la pauvreté. En tout cas, ça occupe, ça crée de la richesse, ça crée des revenus. Et ça aussi, on appelle une activité génératrice de revenus, une AGR. Donc, quand on est. Et elle se rencontre régulièrement, on fait le point. Au bout de 10 mois, elles ont réussi vraiment à avoir tous une activité. Voyez-vous? Donc c'est quand même important. Et je connais beaucoup d'équipes qui font ça, beaucoup de milliers qui font ça. Et je pense que c'est une très très bonne chose parce que moi j'ai vu les résultats et ça marche. On doit fixer un montant à la portée de chacun des membres du groupe. Bon, là, j'ai dit à 5 000 francs, mais ils l'ont décidé de façon peut-être collective aussi. Parce qu'ils ont dit, c'est ce montant-là qui nous convient. Si c'est 10 000 francs, c'est trop pour vous. Mais 5 000 francs, c'est bon. Et 5 000 francs, les gens donnaient régulièrement sans problème. On définit les taux selon les critères suivants. C'est l'âge, mais c'est vous qui décidez. Ou bien les gens des problèmes sociaux. Donc, celui qui a des problèmes sociaux, on dit, bon voilà, nous, comme lui, il a des problèmes, mais c'est le plus vieux, on va commencer par lui. Et ça fait le tour. Ça fait le tour. Bref, le délai de rotation. Bon, on a dit si ça fait une semaine, tous les mois, ainsi de suite. Mais ça dépend. Ça, c'est vous, en groupe, en quoi, qui décidez. Ça peut être aussi fait par mois, par semaine, par mois, en fonction du montant ou bien de l'objectif. Mais il y a des facteurs de clés de succès. Hein. Le premier, c'est donc, bien le seul même d'ailleurs, c'est le respect de l'engagement pris. Quand on est dans une association de tontines, ce qu'on dit, c'est comme la parole d'évangile. C'est extrêmement important. Il n'y a pas dit, non, ma maman était malade, non, il a plu, non, je suis allé au village, non. Tu as dit que tous les temps du mois, on a fait ça pour toi, il faut que tu t'arranges pour le faire pour les autres. Il n'y a pas de raison qui vaille la peine. Non. Il n'y a pas de raison du tout. On s'est engagé, tu t'es engagé, la parole doit être respectée. Voilà la clé du succès. Malheureusement, nous, en Côte d'Ivoire, on n'a pas cette culture comme les gens de l'Afrique du centre, comme le Cameroun et autres. Chez nous, on n'est pas habitué à cette vie de tontine. Or, là-bas, près de 50% de l'économie camerounaise se trouve dans la main des tontines. Ça veut dire que tous ceux qui sont, même les banques quelque part, ont des problèmes. L'argent ne transite plus par la banque. Voyez-vous? Donc, il y a des choses qu'il faut oublier. Il faut oublier ce qui est bon. Si c'est bon pour eux, pourquoi pas pour nous? Il faut être solidaire. Quand l'autre a des problèmes, il faut absolument être là. Il ne faut pas prendre ton argent parce que moi j'ai fait mon tour, je m'en fous du reste. Non. Il faut absolument que tu sois solidaire, qui a pris pour exemple, il faut aussi qu'on prenne pour toi, et dans les délais, en respectant ce vers quoi tu t'es engagé. Mais je vais aller plus loin. Ça, c'est donc la forme de collectif. Je vais aller plus loin. Je trouve qu'une ONG comme celle-ci peut mettre en place une solidarité, un fonds de solidarité collective et économique. Alors, ce que je propose même, c'est qu'on a à l'intérieur ici, tout le monde n'a pas nécessairement le même niveau social. Il y a des groupes de nantis. Quand il dit nantis, c'est relatif. Mais il y a quand même partout, il y a quand même des strates sociales, il n'y a pas de problème. Donc, même s'il y a 5 qui ont 100 000 francs par mois ou bien 200 000 francs par mois, ça c'est un groupe à part. Ceux qui n'ont pas de revenus réguliers, qui ne travaillent pas à la fonction publique, à la mairie partout, qui ne sont pas salariés, ça c'est notre groupe à part. Et donc, le groupe des nantis, c'est ceux-là qui gagnent 100 000 francs et plus,
Et le groupe des moins nantis, c'est-à-dire qui gagnent sont pas salariés, sont pas salariés, et ils gagnent 100 000 francs et moins. Alors, ce que je propose, c'est de les réunir par 6 celles-là qui sont des moins nantis, disons, voilà. Des moins nantis. Si elles sont peut-être quoi 30, on les divise par 5. Donc ça va faire 6 groupes. 6 groupes de 5. Ces 6 groupes de 5, à l'intérieur de chaque groupe, il y a des objectifs. Chacun, enfin, les 5 se rencontrent pour trouver un objectif commun. Et définir le montant à cotiser. Si c'est 2 000 francs, si c'est 5 000 francs, c'est pas grave. Mais vous mettez ensemble, vous signez un engagement moral pour dire que nous on fait ça et on désigne celui ou celle par qui ça peut commencer. Celle qui a un peu 100 000 francs et plus, elle se fait également dans notre groupe homogène où elle peut donner peut-être 10 000 francs par mois. Ce groupe, ces 10 000 francs là sont mis ensemble. Je vais vous donner un détail. Juste pour permettre de comprendre très bien. Voilà les 6 groupes dont je parle. Et dans chaque groupe, il y a 5 personnes. Ces 5 personnes décident de. Maintenant, peut-être c'est 5 000 francs par mois ou par semaine. Par semaine. Donc, ça fait donc le tour de ces. Au bout d'une semaine, chacun aura après 25 000 francs. 25 000 francs. Qui sont versés dans la main d'une membre. Et ainsi de suite. Mais à l'intérieur ici, il y a un autre groupe qui gagne après 100 000 francs et plus. Donc c'est 10 000 francs par mois. Bon, c'est par mois. Donc, on enlève ici et ça vient du papa. Donc, c'est le groupe des nantis. Ce groupe des nantis, elles ont leur cantine également. Bon. Mais le but, c'est de pouvoir créer un fonds de solidarité de femmes heureuses. Ici, donc le fonds de solidarité est ici. Donc, elles viennent ici, chaque groupe, elles vont bien ici. Mais comme elles n'ont pas assez d'argent, elles vont donner seulement un certain montant forfaitaire par groupe. Et donc, ça, pour que chacun se sente concerné, ce fonds appartient à tout le monde. C'est-à-dire le groupe des nantis est dans leur association parce qu'ils ont tous des besoins, des objectifs précis. On ne peut pas leur demander de financer uniquement elles, le fonds de solidarité. Non. Il faut qu'elles participent, mais leur participation sera plus élevée. Par rapport ici, vous parce qu'elles gagnent beaucoup moins, leur participation sera relativement forfaitaire. Mais dans tous les cas, il y a un esprit de solidarité qui est important. Donc là, on peut se retrouver par exemple, si tout le monde donne, dès qu'on peut peut-être se retrouver peut-être à 500 000, maximum. Et donc, si les femmes qui gagnent ici, c'est 25 000 francs, ils ont dit, bon, moi, je veux maintenant essayer de rehausser le niveau de mes objectifs. Si elles doivent s'acheter des frigidaires, ça va être trop long, donc leur tour, ça va suffisant pour pouvoir s'acheter un frigidaire. Donc, elles peuvent s'adresser ici à ce fonds de solidarité qui va leur prêter la différence. Mais, ce n'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Il faut donc elles vont peut-être faire 5 à 10% de prêts. Et si il n'y a plus de fonds ici, elles peuvent aller ici pour voir une microfinance qui va refinancer le fonds de solidarité. Ouais, je ne sais pas si c'est très long, mais je voulais vous expliquer une chose. C'est que si nous sommes ensemble, il faut qu'on ait un instrument qui prouve que nous sommes ensemble. Il faut qu'on se retrouve tous là-dedans. Il faut que chacun soit concerné. Quel que soit le niveau de notre revenu, de notre salaire.
ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que chacun participe. Ceux qui gagnent gros vont participer un peu gros, ceux qui gagnent un peu petit vont participer un peu petit. Mais dans tous les cas, c'est ça aussi la solidarité. Et ça va nous permettre d'aller demander de l'argent à une institution financière où il y a des gens, des partenaires, mais qui, eux, sans votre apport qui vient d'ici, ne pourront pas vous regarder. D'épargne, le même effort d'épargne que vous avez ici, c'est la même chose qui va constituer ici l'apport et qui va vous permettre d'aller demander de l'argent en prêt dessus à une institution financière. Mais si c'est bien fait, vous pouvez aller maintenant lancer des petites activités du secteur informel sans problème. Les gens vous regarderont autrement. Les gens pourront facilement vous accepter dans leur milieu. Donc, l'épargne qu'on fait ici, on essaie de, à travers cette cantine, un petit groupe, on essaie d'initier des actions de mobilisation d'épargne pour développer la culture d'épargne. Tout ce qu'on a dit, c'est difficile. En groupe, c'est plus facile parce que tu as pris pour ton ami. Il faut aussi comprendre pour toi. Et quand tu prends pour toi, si tu as utilisé dans une certaine période, vous allez voir que vous allez sortir facilement de la pauvreté. Donc, la cantine est un instrument d'épargne qui nous permet d'aller plus loin, qui nous permet de faire ce que tout seul on ne peut pas faire. Et le même esprit doit continuer pour que nous puissions mettre en place un fonds de solidarité. Ces fonds de solidarité peuvent donc financer nos activités à tous ou à toutes. Elle peut également nous permettre d'avoir accès au financement des autres structures financières, comme les COPEC et autres. Parce que dès que vous l'avez, on dépose là ici, donc il y a au bout de 6 mois, vous avez déjà 3 fois ce que vous avez. Donc vraiment, c'est un instrument assez intéressant qui peut vous aider vraiment facilement à vous attirer d'autres membres d'abord, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'associations dans ce genre de structures. Il suffit juste que vous le vouliez et que vous mettiez ça en place, et que les contrôles soient faits, et que la sensibilisation soit également faite, pour que vous puissiez aller de l'avant. Et ça marche. Mais je voulais dire un mot en concluant. De nos jours, il n'y a rien sans effort. De nos jours, il n'y a rien sans sacrifice. Et le meilleur sacrifice, si l'on ne peut éviter, si l'on veut créer une activité génératrice de revenus, si l'on veut sortir de la pauvreté, c'est l'épargne. Vous avez compris? C'est l'épargne. Et c'est extrêmement important. L'épargne, elle est bonne pour nous, elle est bonne pour notre famille, elle est bonne pour aussi nos activités, elle est bonne aussi pour notre association. Il faut qu'on apprenne à le faire. Malheureusement, les Ivoiriens n'ont pas encore acquis cette culture d'épargne, sans laquelle on ne peut rien entreprendre. Toutes les entreprises que vous voyez partout, que ce soit des multinationales, que ce soit des petites entreprises, les gens se sont déjà sacrifiés, ont accepté volontairement des sacrifices. Et ce que vous voyez là, c'est le fruit des sacrifices, qu'on appelle l'épargne. Si eux, ils sont arrivés là, pourquoi pas nous? S'ils ont pu le faire, pourquoi pas nous? Ils se liaient comme ça. Puis en plus, ils ont gravi les échelons. Par le seul pouvoir de la volonté, ils ont réussi. Nous aussi, on devrait pouvoir réussir. Je vous remercie. Alors, et vous avez dit que la stratégie pour faire une bonne épargne, c'est d'être rigoureux dans les dépenses. De ne pas s'ouvrir à toutes les demandes, à toutes les sollicitations. Monsieur Maurice, nous sommes en Afrique ici, Afrique noire précisément, où derrière un salarié, un commerçant ou une commerçante, derrière quelqu'un qui a un minimum, se cachent 20, 30, 40 personnes qui n'ont rien. L'Afrique est solidaire, l'Afrique tend toujours la main. Doit-on rester très rigoureux à ce qu'on veut épargner et fermer les portes à tous ceux qui nous tendent la main, qui demandent du soutien, qui demandent de l'aide? Ne serons-nous pas mal vus par ces personnes-là parce qu'on veut épargner et réussir nos projets? Grosse question qu'on me pose toujours à la maison et dont je n'ai jamais eu la réponse, monsieur Maurice Koué. Grosse question en effet. Merci. Mais c'est une question interminable. Le problème, c'est que on a un choix.
déchirant, en fait, mais un choix qui ne peut laisser personne indifférent. À supposer que vous n'ayez plus rien. Avant de donner. Que feront les autres qui viennent vous voir? Ils vont aller ailleurs. Ils ne viennent pas parce qu'ils vous aiment. Ils viennent parce que vous avez quelque chose qui peut gagner chez vous. Donc, il ne faut pas considérer. Je dis souvent, nous tous qui sommes ici, nous sommes même des privilégiés. Nous sommes des présélectionnés de la nature. Il y a beaucoup qui sont restés là. Il y a beaucoup qui sont vraiment bien. Pourquoi c'est chez vous seulement que les gens viennent tous les jours? Parce qu'ils sont sûrs après avoir fait tout le tour d'Abidjan, après avoir gratté, comme diraient les enfants, ils sont sûrs de gagner chez vous le fond du riz. C'est pas mauvais. Si vous avez des moyens, vous pouvez le faire. Mais il faut seulement discipliner ce geste que vous posez tous les jours. Parce que si vous ne le disciplinez pas, vous allez encourager les gens à ne rien faire de leurs deux pieds, de leurs deux bras. Parce qu'on a, chacun de nous a des choses à faire. Ça c'est clair. Il ne faut pas qu'on encourage qui que ce soit à dormir sur les lauriers, à les affaiblir, à ne pas les obliger à ne pas se donner la peine, voilà, pour essayer de faire des efforts pour gagner aussi. Monsieur Béda de l'ONG Pays de Rêve. Et ma préoccupation est sur les microfinances, mais la partie où il a signifié qu'on peut prêter aux membres moyennant un certain taux de pourcentage. Bon, c'est une association légale qui n'a pas dans son statut comment dirais-je, ces intérêts-là. Est-ce qu'on ne peut pas s'en tirer des ennuis puisqu'on n'a pas de documents administratifs nous permettant de le faire? Est-ce que quelqu'un ne peut pas nous embrouiller avec ce genre de choses? Non, en principe non. La réponse est non. Parce que nous sommes à l'intérieur d'une association. Et il y a beaucoup de femmes qui ont bien sur dans les marchés et qui font ça. Il faut dire qu'au niveau de la fiscalité, l'État est en retard. Donc, profitant de son retard, de ses faiblesses. Oui. D'autre part, quand il dit 5% bien 2%, c'est juste des tickets modérateurs. Parce que l'argent gagné facilement, l'argent gratuit est mal dépensé. Ça, c'est clair. Quand on vous tend l'argent sans donner un certain équivalent en travail ou bien en activité, vous n'allez pas utiliser cet argent comme il faut. Mais si vous avez de quoi à rembourser, vous serez bien obligé d'utiliser convenablement, rigoureusement, et à ce moment, vous allez prendre le résultat de l'utilisation de votre argent pour essayer de rembourser. Alors, la personne à qui on a tendu la main en prendra bon soin. Président de l'association Cœur Blanc, adhérente de l'ONG Femmes Heureuses, je vous remercie pour votre disponibilité. Ma préoccupation est la suivante. Concernant l'épargne collective, il a été dit qu'il faut la rigueur, mais nous sommes avec des femmes dans l'association, nous n'avons pas le même statut. Si nous avons l'idée, par exemple, d'agrandir l'association, de poser un acte concernant l'association, et qu'il était avéré de faire des cotisations. Je donne un exemple. Par exemple, nous devons acheter un instrument pour l'association. Et on s'est entendu pour que chaque femme essaie de cotiser pour que nous atteignions notre objectif. C'est comme nous épargnons, puisque nous donnons, nous allons mettre ensemble ce que nous gagnons. Et cet objectif-là ne se fait pas sur un mois ou bien un jour. Donc nous projetons sur au moins 6 mois. Et chaque mois, il est dit que chaque femme doit pouvoir participer à un certain montant. Nous commençons
Et arrivé au milieu, certaines femmes n'arrivent pas à régler leur cotisation. Puisque vous nous parlez de la rigueur, est-ce qu'il serait possible de les écarter au milieu du chemin et pouvoir, pour celles qui vont rester, atteindre l'objectif? L'association, il y a d'abord l'élément de solidarité qui souvent doit nous guider. Donc, ça comprend également l'élément de sensibilité. Il faut se rapprocher de ces dames-là, de ces dames-là, qui ont bien commencé et qui s'en battent un peu de l'aide, à mi-parcours. Ce n'est pas forcément de leur faute, mais je pense que c'est aussi, à partir d'une association, c'est aussi un instrument d'éducation populaire. Il faut qu'il y ait des femmes plus courageuses qui se rapprochent de ces femmes-là qui sont un peu défaillantes, peut-être par moment, parce qu'il y a des problèmes, peut-être que ce n'est pas un problème très compliqué, mais dès qu'elles peuvent venir, elles sont peut-être motivées, mais elles découvrent des problèmes momentanés. Je pense, dans le premier temps, qu'il faudrait se rapprocher d'elles pour savoir exactement de quoi il est question. Si c'est vraiment une marque de volonté de leur part qui cache une volonté de retrait, parce qu'il n'a plus motivé, ok, là vous allez vous en rendre compte. Mais c'est une démarche assez stratégique pour ne pas que vous soyez taxé d'insensible aux problèmes des membres. Ça c'est juste d'abord. Bon, maintenant si vous vous apercevez qu'elle n'est manifestement pas intéressée, alors ne vous laissez pas contaminer par elle. Regroupez-vous autour de cette personne motivée et puis essayez de réorienter votre démarche. Ça c'est aussi une deuxième phase. Mais combien est-ce que vous êtes nombreuses ou... Voilà, c'est ça, le temps, si c'est 6 mois, souvent c'est un problème. Si vous êtes très nombreux, c'est aussi un problème. Il ne faut pas que les gens soient trop nombreux parce que le contact des unes avec les autres est un élément de motivation additionnelle. Si le délai de retrouvailles est également très long, 6 mois, tentez également de réduire ça à un niveau plus raisonnable, de telle sorte que vous puissiez toujours vous voir et vous revoir. Je vous en parle comme ça parce que ces critères-là ont été à la base de beaucoup de défaillances, de beaucoup de tontines. Oui, c'est pour ça que j'en parle. Mais vous avez dit également quelque chose d'intéressant, c'est que l'épargne n'est pas forcément l'argent. Ça peut être également nature. C'est comme vous pouvez aussi, quelqu'un qui a voulu acheter une maison, nécessairement il commence par acheter un terrain. Mais une fois que le terrain est acquis, il fait quoi? En attendant de construire la maison, on sait que la maison coûte très cher. Il peut facilement commencer déjà avec l'argent qui est dans son grenier. Essayer d'acheter une tonne de ciment. Si dès que dans le grenier on trouve 100 000 francs pour acheter une tonne de ciment, on peut déjà commencer à acheter le ciment et c'est déjà une panne. Ensuite, maintenant, une fois que c'est fait, on peut également demander à quelqu'un de taper les briques. C'est déjà également une panne. Donc tout ceci montre que l'argent, l'épargne n'est pas forcément l'argent. Mais par contre, ça vaut de l'argent. Ça vaut de l'argent parce qu'il faut lutter également contre l'inflation. Si vous ne prenez pas les 100 000 pour acheter une tonne de ciment, que peut-être 6 mois après, le prix de la tonne de ciment passe à 200 000, un exemple, et on a vu d'ailleurs que ça a progressé beaucoup il y a des années passées. Mais vous aurez moins gagné si vous avez déjà transformé vous avez acheté votre ciment que vous avez transformé en briques. Donc, il y a plusieurs façons d'épargner. On peut épargner en nature, on peut transformer l'épargne argent en nature pour que nous puissions nous mettre à l'abri de l'inflation. Mais tout ça, c'est l'épargne. Moi, mon inquiétude pour tout ce que monsieur le conférencier a dit est que je représente l'association La Nouvelle Vision d'Afrique B. Et dans cette association, nous sommes regroupés en plusieurs. Mais mes difficultés, je voudrais que ce soir, il arrive un peu à m'éclairer dessus parce que le groupe n'appartient pas seulement aux intellectuels. Nous avons aussi des analphabètes.
et c'est très difficile de gérer ces femmes-là. Est-ce que ce soir, je peux avoir une réponse au moins à mes difficultés, parce que vous pouvez expliquer comment s'épanouir, comment être riche, comment épargner. Mais elles ne voudront pas comprendre tout ce que vous dites, parce qu'elles se disent, l'argent qu'elles ont mis, il faut qu'elles récupèrent ça immédiatement, alors que cet argent, quand même, quand on épargne, c'est pour investir. Et nous avons des projets. Ces projets-là, on n'arrive pas à aller avec elles jusqu'au bout, parce qu'elles trouvent qu'il y a trop de cotisations. Donc ce soir, qu'est-ce qu'il faut faire pour ces femmes-là, pour qu'elles puissent comprendre que, pour qu'on puisse être heureuse, être épanouie, être autonome, il faut vraiment faire un effort, et un très grand effort. C'est vrai que je vous parlais, c'est la semaine. Si on doit faire des petites cantines où les gens touchent effectivement leur argent au bout d'une semaine, au bout d'un mois, ça les motive, ça les rassure. Et donc il faut essayer d'identifier un projet précis, modeste, raisonnable, mais motivant, mais avec une motivation graduelle. Parce que si on fait des gros projets, les gens attendent trop longtemps avant d'avoir le fruit de leurs efforts, et ça les décourage. Voyez-vous, c'est pour ça que quand vous allez dans les marchés de Niamey ou bien les États-Unis ou ailleurs, la plupart des femmes qui sont là, c'est des commerçantes qui sortent ça dans le sang. Mais elles n'attendent pas des mois. C'est trop long, c'est 3 mois, 6 mois. Mais autour d'un projet précis, un objectif précis. Et puis, quand ça marche, là, elles avancent. Quand ça marche, elles avancent. Sinon, c'est compliqué. Et je comprends le problème, c'est pas évident. Hein? Donc, la patience, il faut viser la modestie des projets. Il faut être toujours à côté, il faut trouver des femmes leaders qui comprennent, qu'on puisse leur expliquer graduellement ce que vous voulez faire passer comme message. Je pense que c'est important. Je prends l'exemple d'une personne qui a, par exemple, pour salaire 150 000 et qui décide d'épargner avec l'objectif d'acquérir un bien immobilier. Donc, connaissant les prix en Côte d'Ivoire, c'est un peu difficile et c'est à très long terme pour cette personne-là. Donc, je veux savoir si, arrivé à un certain moment, on peut utiliser cette épargne-là pour investir dans d'autres projets. Est-ce que ce ne serait pas faillir à l'objectif principal? Maintenant, le second volet, est-ce qu'il y a des astuces que le conférencier peut donner aux femmes pour identifier des petits projets accessibles et rentables de nos jours? Merci. Votre premier projet était un projet immobilier. Ce projet immobilier, oui, ça vous a permis d'économiser sur un certain nombre de mois, et puis vous vous rendez compte après que ça devient difficile. Donc vous ne pouvez plus continuer. D'accord. Ce qui est important, c'est que l'argent est là. Sur le projet immobilier, le projet maison. Si vous ne pouvez plus, mais l'argent est là, donc vous pouvez facilement l'utiliser et l'affecter à d'autres choses. C'est-à-dire, mais il ne faut pas le toucher très vite, parce qu'une fois que vous le touchez sans définir au préalable un autre projet qui vous tient à cœur, l'argent pourrait être rapidement dépensé alors que vous avez mis du temps pour l'épargner. Bon, mais il faut se ramener à la réalité. Si vous ne pouvez plus continuer à épargner, parce que c'est très élevé, le taux qu'il faut pour la maison, vous pouvez définir un autre projet qui vous rapporte et qui vous permet de vous qualifier à la longue pour la maison par la suite. C'est peut-être parce que la maison était à un certain niveau plus élevé. Donc, commencez par des petits projets, c'est ce que vous dites. Des petits projets, il y en a beaucoup. L'essentiel, c'est que ça rapporte de l'argent. Alors, quand on a 150 000 francs, qu'est-ce que, dès qu'on a réussi à épargner, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'argent qu'on a épargné, en d'autres termes? Je pense qu'il faut d'abord savoir ce que vous-même vous voulez. Nous, on n'a pas, on a beaucoup d'idées, c'est sûr, on en a. Vous avez dans le livre que j'ai écrit. Mais il faut d'abord que vous me disiez ce que vous aimez. Hein? Parce que si je vous dis, si je vous donne une idée, ça peut ne pas vous plaire. Et dès l'instant où le vent change de position,
vous avez dit, ah, moi-même, c'est pas ça que je voulais. C'est pas le monsieur qui m'a trompé. Non. C'est pour ça que je ne me mets pas dans. Mais si vous voulez, on peut s'asseoir, discuter. Il faut que je connaisse un peu votre savoir-faire. Il faut que je connaisse un peu les projets qui vous intéressent. Et dans la liste des projets qui vous intéressent, ou bien je vous présente une liste de projets. Et dans ça, vous choisissez au moins 2 ou 3. Et j'essaie d'évaluer tout ça par rapport à votre capacité, à votre savoir-faire, à votre discipline. Et comme ça, on choisit ensemble un projet qui vous sied et qui peut vous empêcher même de dormir tant que vous n'avez pas trouvé la solution. C'est ça l'important. Aujourd'hui, quand vous présentez une organisation aux femmes, il se passe la question qu'on vous pose, est-ce qu'il y a financement? C'est-à-dire aujourd'hui, les femmes sont, elles sont en groupe, mais pendant qu'elles sont en groupe, elles sont à la recherche d'un financement. C'est ce qui même nous a motivés à produire ce thème. Financement de l'entrepreneuriat et mobilisation de l'épargne par les organisations féminines. Parce que la question est récurrente. Aujourd'hui, nos mamans, quand tu les invites quelque part, en fait, là même déjà, quand je lançais les invitations pour cette conférence, tout de suite, on me demande, est-ce qu'il y a financement? Est-ce que vous financez? Donc, moi aujourd'hui, je veux savoir, est-ce qu'en tant qu'organisation, y a-t-il pas un moyen pour les groupes de femmes de s'autofinancer? Est-ce que le financement qu'elles recherchent ne viendra-t-il que de l'extérieur, ou bien il y a une possibilité pour elles d'arriver à s'autofinancer et d'arriver à se prendre en charge de façon individuelle? Est-ce que c'est possible? La réponse est non. Pour avoir quelque chose, il faut prouver que tu es capable d'en avoir un peu. Le pasteur est là. Je le prends en mot. Quand Dieu a demandé à Moïse, jette le bâton, et ça devient serpent. Hein? C'est parce qu'il avait le bâton. Et il a pris le bâton pour que le bâton soit transformé en serpent. S'il n'avait pas le bâton, il n'aurait pas pu faire le miracle. Donc, il faut que nous ayons un minimum si nous voulons avoir quelque chose. Il faut qu'on puisse démontrer aux autres que nous-mêmes nous sommes motivés à avoir ceci. Et nous avons déjà fait notre effort. Notre effort, c'est de pouvoir épargner. Soit individuellement, soit en groupe. Et donc, même si tu as épargné, et que tu as dit c'est même 5 000 francs, moi, les hommes et les autres, et tous les autres, on appelle ça l'apport. Cet apport-là, il est excessivement important, incontournable. Et c'est la condition première si nous voulons que les bailleurs de fonds, que ce soit le mari, que ce soit le tonton, que ce soit un ami, vous écoutent. Si vous n'avez rien à offrir, ne vous fatiguez pas, on ne vous écoutera pas du tout. Donc, la seule solution qui nous reste, c'est de se mettre ensemble, si on ne peut pas le faire tout seul, pour que nous puissions tenter d'obtenir ce qu'on ne peut pas faire tout seul. J'ai dit dans mon introduction tout à l'heure que l'union fait la force. Et il est plus facile d'aider les groupes que d'aider un individu. Et ça, c'est un peu le principe des bailleurs de fonds. Aider un individu, c'est trop risqué. S'il a de l'argent, tant mieux. Mais s'il est seul et il veut se faire aider, personne ne voudra le faire parce qu'il peut mourir à tout moment, il peut voyager à tout moment, il peut avoir toutes sortes de problèmes. Mais s'il n'est pas parti d'un groupe, s'il n'est pas là, au moins quelques-uns du groupe seront là pour essayer de continuer ce qui a été entrepris. Donc vraiment, moi je vous en prie, faites un effort, mettez-vous en groupe, c'est la solution du domaine. C'est la solution, la plus incontournable. Partout, que tu viennes, le pays où tu vas, les gens qui ont l'argent, ils ne vous tendront pas la main tant que vous n'avez pas fait votre effort. Parce qu'ils ont dit, mais moi je lui donne cet argent, mais elle-même elle a fait quoi? Cette personne-là. Et puis, si elle part, moi je l'aide avec quoi? Alors que moi, l'argent que j'ai tout fait pour aller chercher dans la poche des gens. Alors, je vais lui donner ça, elle va les dilapider, puis après, moi je reste plus avec des problèmes. Non. Si vous êtes un peu gros, vous êtes un peu gros. Mais si vous êtes petit, vous donnez un peu petit. Mais faites des efforts, mettez-vous ensemble, parce que l'union fait la force. Femme dynamique, femme rigoureuse,
Femme courageuse, j'ai envie de me permettre d'ajouter femme heureuse au service de l'Afrique. À vous mes salutations. Merci pour votre présence. Merci à l'ONG FAM en général et à sa présidente Mme Kwaku en particulier pour l'invitation. Je suis venu de San Pedro, responsable de l'ONG, et je suis là pour partager l'expérience avec vous. Aujourd'hui, nous sommes dans un moment où la plupart des hommes parlent de chômage. Les femmes aussi parlent de pauvreté. Parce que les maris ne travaillent pas. Et elles aussi, elles n'ont pas suffisamment de moyens. Les enfants sont là. C'est dur. Tout le monde en parle. Que faire? Et là, tout à l'heure, j'avais distribué quelques croquis. J'ai un groupe qui a été financé par la GTZ. Maintenant, on l'appelle GIZ. Et cette institution m'a formé. En fait, la formation que j'ai reçue, c'était beaucoup de groupements qui avaient reçu cette formation. Voilà un répertoire de groupements. Et ces groupements sont dans tout le pays. On a au moins 15 groupements qui sont là. Et quand il y a une situation qui se pose, il faut qu'on trouve une solution. Et il faut des hommes, des femmes, pour se lever et dire cette situation, il y a une solution certaine. La GTZ est venue à San Pedro et c'est le pasteur de notre église qui a demandé à tous les fidèles de constituer les dossiers. Et pendant 2 mois, à chaque fois qu'il se finit, il dit constituer les dossiers, venez monter les projets. Et c'est sur 2 mois, c'est le dernier jour, quand il avait dit, j'ai dit à ma femme, faisons ça, peut-être que ça va marcher. Après 2 mois de prédication, c'est la dernière fois qu'il a dit, j'ai accepté. J'ai dit faisons. Et sur 150 dossiers au niveau de l'église, c'est le seul dossier que j'ai fait, le dernier dossier d'ailleurs, qui a eu le financement. Voilà. Et ils nous ont appris, ils nous ont enseigné ces choses. Mais avant cela, je me suis inspiré d'un homme. Un homme que beaucoup connaissent, mais que certaines personnes aussi n'ont jamais entendu parler peut-être, ou les plus jeunes. On a la photo en noir blanc, donc ça va peut-être vous n'allez pas le connaître. Cet homme, c'est un pasteur aux États-Unis. Il s'appelle Martin Luther King Jr. Et celui-là, il s'est battu pour que les Noirs aient les mêmes droits que les Blancs aux États-Unis. Et cette bataille l'a emporté. Il a été assassiné en 1968. Mais celui-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait plusieurs méthodes. Les gens se fâchaient et ils allaient même, ils s'entretuaient. Ils attaquaient les Blancs. Mais puisque les Blancs étaient plus armés, c'est eux qui mouraient plus. Donc celui-ci, il a dit non, il faut qu'on change de stratégie. Il y a toujours une solution à un problème posé. Et ce monsieur, il a commencé à sensibiliser toute l'Amérique noire. On parlait de ségrégation raciale. Les ONG se mettent au service des autres pour pouvoir faire avancer les choses, parce qu'on le dit, c'est en agissant qu'on peut faire avancer les choses. Et là, les Allemands, je précise que la GIZ maintenant, c'est une institution allemande. Et ils nous ont dit ceci. Voici là sur le croquis un monsieur qui est en train de travailler. Il est seul. Franchement, il souffre terriblement. Voilà, vous voyez là la sueur qui coule. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Étant seul, impuissant, face à ce travail, il a eu recours à ses frères et sur le croquis en bas, il y a 3 personnes. C'est-à-dire qu'il a fait appel à 2 autres personnes. Ils sont ensemble. Ensemble, voilà ce qu'il a. Pendant longtemps, il a essayé de soulever cette pierre, il n'a pas pu. Mais pendant qu'ils sont 3, ils ont réussi à faire tenir cette pierre debout. Voilà. Et ils ont ici signifié, seul on est faible. Mais ici, on a dit en bas,
Unis, on est fort. L'union fait la force, c'est la coopération. Voyez, si derrière, ici, ils ont fait une illustration avec les animaux. Là, ce sont deux bêtes qui sont liées. Et on voit sur le croquis, chacun de part et d'autre a sa nourriture. Mais pour qu'ils arrivent à manger, il y a un combat qui est là. Il faut tirer, ils sont liés par une corde. Il faut tirer l'autre jusqu'à arriver là où se trouve ta nourriture. Cela est quasiment impossible. Ils n'ont pas pu. Et au point où ils se sont interrogés, que faire? Oui, que faire? Aujourd'hui, nous sommes en droit de nous poser ces questions. Quand tous ces problèmes sont là, que faire? Parce que nous n'allons pas attendre que autrui vienne pour faire ces choses pour nous. Il est temps, et grand temps, que nous-mêmes, on essaie de s'asseoir, de voir comment parvenir à remédier, à trouver des solutions à tous ces problèmes. Et cela est possible si on se met ensemble. Voilà pourquoi ce soir, vous êtes là. Vous êtes là parce que vous avez choisi de changer de position, de changer de manière de faire, de quitter les difficultés ensemble. Voilà, il se trouve que dans la démarche de quelqu'un dans ses activités, il soit confronté à des difficultés. Voilà, ici on dit les chemins alternatifs. Quand tu marches et il y a un obstacle devant toi, évidemment, peut-être que ça peut être le raccourci, mais comme il y a un obstacle, on doit toujours contourner l'obstacle. Oui, aujourd'hui tu es là, c'est vrai, peut-être qu'il y a un obstacle devant toi. Peut-être que c'est parce que tu es seul que ça représente pour toi un obstacle. Est-ce que, si tu fais appel à ta soeur, si tu fais appel à ton frère, est-ce que vous ne pouvez pas parvenir à juguler ce problème? C'est possible. C'est pour cela que tu as bien fait d'être là, parce que il est important. Il est important de savoir que quand on est seul, souvent on est limité. Vous voyez qu'il y a plusieurs chemins. Mais tout le monde aurait choisi le chemin le plus court. C'est ça l'idéal. Mais si le plus court n'est pas praticable maintenant, il faut changer de route toujours pour atteindre ton objectif. C'est vrai, tout ne peut pas être facile. Mais quand c'est difficile, on dit seul les dieux avancent. Et vous êtes dur, vous êtes brave, vous êtes dynamique. Vous pouvez le faire. L'Allemagne, économiquement, l'Allemagne est très 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 forte. Et tout le monde veut aller en Allemagne. Quand vous voyez les gens qui veulent aller en Europe, 90% veulent aller en Allemagne. Parce que la monnaie est forte, le pays même a des ressources. C'est comme la Côte d'Ivoire. Mais là-bas, ils ont les moyens parce que c'est un pays développé. Aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, tout le monde veut venir ici. Parce que ici est bon. Pendant que nous-mêmes, nous sommes là, est-ce que nous nous rendons compte que nous sommes dans un pays qui nous offre vraiment des possibilités d'évoluer? Nous nous sommes posés une fois la question, pourquoi, qu'est-ce qui attire les autres? Et si nous sommes là, pourquoi nous n'arrivons pas à percer? Est-ce qu'il n'y a pas une faille quelque part? Personne ne viendra d'ailleurs pour nous mettre sur la voie. C'est pourquoi, moi, j'ai pris la décision d'accompagner l'ONG Femmes Heureuses. La dernière fois, je lui ai dit, ma fille, c'est comme ça que je l'appelle, je vais vous accompagner. Vous êtes en train de mener un bon combat. Si aujourd'hui les femmes réussissent, nous les hommes, on a la paix. Les enfants vont bien manger, ils vont bien fréquenter les meilleures écoles. Pourquoi ne pas vous encourager? Je vous soutiens. Et je suis venu de San Pedro pour ça. Et je viendrai toutefois qu'il y aura des manifestations pour vous soutenir. Parce qu'il est important que les femmes comprennent que il est important que les femmes comprennent que ce pays-là, s'il doit être émergent, c'est grâce à vous. Les hommes ont montré leurs limites. Pas parce qu'on est totalement limité, mais on a besoin de vous.